on va enchaîner avec une courte présentation que je vais faire en accéléré sur l'identité sociale qui est centrée essentiellement autour de Facebook. On va conclure pour ensuite passer au buffet. Alors, l'identité sociale aujourd'hui, online, est essentiellement gérée par Facebook. On parle d'identité sociale au sens de vie sociale quotidienne et pas par opposition à la vie professionnelle. Donc, Facebook. Alors, Facebook, c'est le poids lourd de l'identité aujourd'hui. Un demi-milliard d'identités gérées, avec un objectif d'ici un an d'arriver au cap du milliard. C'est spectaculaire. Ils ont aujourd'hui l'équivalent d'un très très gros pays dans leur base de membres, avec une très très grosse partie de membres qui sont actifs et une quantité non négligeable qui sont actifs au quotidien. Ce qu'aucun autre service n'a en dehors de Gmail et de Google, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit un service communautaire. Facebook, je vais passer rapidement sur les figures, est présent un peu partout dans le monde, dans certains pays plus qu'ailleurs, pour une multitude de raisons liées aussi bien au hasard qu'au marketing. Il est aujourd'hui assez bien équilibré en termes de classe d'âge. Alors évidemment, dès qu'on dépasse les 50 ans, ils sont nettement moins présents sur Facebook, mais malgré tout, il y en a. Assez équilibré en termes de proportion d'hommes ou de femmes, et en extrême croissance. Pour continuer sur Facebook, il y a 60 millions de conversations par jour, 900 milliards d'objets présents sur Facebook. Un objet, c'est aussi bien un événement qu'une photo ou qu'un lien. 30 milliards de partages par mois. Tout le paradoxe d'un système qui aujourd'hui constitue l'essentiel du social sur Internet et qui est basé sur le partage dans une société qui a du mal à l'intégrer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un demi-milliard d'identités, c'est le socle d'un véritable empire qui est celui de Facebook. Alors, quels sont les composants d'identité sur Facebook? Il y a une multitude de choses qu'on peut trouver sur Facebook. On peut trouver des vidéos, des photos, des liens, des informations civiles de base, on peut trouver ses amis, on peut trouver tout un tas de centres d'intérêt et on peut trouver des conversations au sujet d'une personne. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'à travers ce que vous pouvez, par exemple, lire sur moi, sur Facebook, vous avez quand même une appréhension beaucoup plus humaine de qui je suis que si vous regardez mon profil sur LinkedIn. Ça vous donne vraiment une plus grande proximité avec la personne que tout autre système actuellement, soit parce que c'est des systèmes qui fragmentent l'identité, alors que Facebook tend à une identité relativement complète, soit parce que c'est des systèmes qui sont délibérément réservés à un usage comme l'usage professionnel. Et puis last but not least, Facebook a rajouté depuis peu de temps la possibilité de se géolocaliser. Et c'est absolument essentiel comme mouvement, parce que la stratégie de Facebook consiste à étendre l'identité. La première étape de cette stratégie, c'était Facebook Connect. Et grosso modo, Facebook Connect, ça consistait à conquérir l'identité sur le web. La deuxième étape, c'est donc Facebook Place, qui est tout nouveau, tout beau. Et là, c'est bien plus ambitieux encore, vu que ça consiste à étendre Facebook et son identité dans le vrai monde. Et ça va poser des problèmes qu'on ne soupçonne pas encore aujourd'hui. On a déjà eu du mal à faire le tour des problèmes dans l'univers du virtuel, mais la confusion des identités réelles et virtuelles, même avec un système comme Facebook qui est quand même très proche de l'identité réelle, va inexorablement poser de nouvelles problématiques. La protection qu'on peut offrir soit aux entreprises, soit aux citoyens, elle relève clairement de la justice. Il y a clairement besoin d'une jurisprudence de façon à ce que les règles soient établies et que les frontières soient clairement délimité par la justice. Ça ne veut pas dire, si vous se refaire sur mon précédent schéma, que tout le monde, du fait d'une décision judiciaire, va appliquer à lui-même des règles de gestion de la vie privée et de la vie professionnelle, mais il y aura un référent qui sera celui de la justice, et au moins on saura que si on dénigre son entreprise sur Facebook, on peut le faire dans tel cadre et pas dans tel autre. Aujourd'hui, on ne sait pas. On attend le jugement des prud'hommes, ça risque d'être intéressant, ça risque d'être long aussi. Au final, on a des nouveaux risques, hein, et ces nouveaux risques appellent des réponses variées, multiples, adaptées, mais pas uniformes. Absolument inutile d'avoir une sécurisation biométrique pour se loguer sur un forum. Tout le monde en est conscient et on n'a strictement rien à gagner à aller à ce niveau de sécurité, alors que typiquement, pour se connecter à une interface de trading en ligne, ce n'est pas forcément inutile. On a aussi avec tout ça des nouvelles libertés.
Et ces nouvelles libertés, elles aussi, ont besoin d'être protégées. Et c'est un exercice assez délicat entre de la sécurisation d'identité et de nouvelles libertés qui vont aller de pair. Je crois qu'Éric avait un merveilleux exemple. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Quand il nous parlait de l'exemple belge, où la fourniture d'un papier d'identité extrêmement sécurisé et qui donc comporte son lot de surveillance potentielle et de pistage potentiel est allé de pair avec un regain de transparence qui fait que chaque citoyen belge peut consulter en ligne quelle administration a quelle information et qui les consulte. Ce qui fait que cet accroissement de transparence est venu compenser un potentiel danger et le tout évolue pour donner effectivement une ouverture vers des nouvelles formes de démocratie ou des nouvelles formes d'expression citoyenne ou tout un tas d'autres choses, mais sans nécessairement causer de tort. Et c'est cet équilibre délicat entre les avantages et les inconvénients dans lequel la sécurité de l'identité s'inscrit.